Réplique, littérature et politique avec Édouard Philippe. Dis-moi qui tu lis, je te dirai qui tu es. Cet adage, que je tiens de mon beau-père, convient admirablement à Édouard Philippe. Son livre, Des hommes qui lisent, est un autoportrait par les œuvres qui ont compté pour lui, tant il est vrai que les goûts littéraires d'un homme, même politique, en disent plus long sur lui que ses engagements, ou qu'en tout cas, il leur apporte un très précieux éclairage. François Mitterrand, qui a porté la gauche au pouvoir, avait une prédilection marquée pour Jacques Chardin. Édouard Philippe confie que Cyrano de Bergerac, longtemps tenu par lui pour une pièce mineure, et depuis sa redécouverte à travers le film de Jean-Paul Rappeneau avec Gérard Depardieu, le livre qu'il lit le plus souvent. Nous partirons donc de cet émerveillement inaltérable. Pourquoi ce livre entre tous, Monsieur le Premier ministre? Quelle inspiration y puisez-vous? Quelles leçons en tirez-vous? Que vous est Cyrano? Édouard Philippe. Bonjour Alain Finkielkraut. Cyrano est pour moi le plus français des héros. Peut-être il y a 20 ou 30 ans, si on m'avait demandé d'incarner ce qu'est la France à travers un personnage de roman, j'aurais peut-être dit, je ne sais pas moi, Jean Valjean, que j'ai toujours beaucoup aimé aussi. Mais Cyrano, c'est un mélange unique d'élégance, de civilité, de sauvagerie, de panache. Le panache, c'est le dernier mot de la pièce, d'ailleurs. De panache, de grandeur, et en même temps de philosophie de la vie. Et je suis fasciné par la pièce, que je trouve belle d'abord. Si vous voulez, elle a d'abord une valeur esthétique. Elle est belle. Je dis dans mon livre que je ne peux pas lire le 5e acte, le dernier acte, sans pleurer. La mort de Cyrano me fait systématiquement pleurer, parce qu'elle vous saisit aux tripes. Voilà. Et donc c'est une beauté. Et ce que je trouve très drôle dans Cyrano, enfin ce que je trouve fascinant dans Cyrano, c'est que j'y suis venu tard. Voilà, c'est ça, ce que vous expliquez. Vos parents vous l'ont fait lire à un moment donné de votre vie, notamment La tirade du nez, et ce moment-là, vous n'avez pas été fasciné comme vous l'êtes aujourd'hui. Bien sûr, on m'en a parlé, je le lisais. Mais pourquoi vos parents vous l'ont-ils fait lire? Il se trouve vous le dites dans le livre. Alors quand j'étais petit, j'avais les oreilles décollées, ce qui n'a aucune espèce d'importance, sauf que mes camarades de classe, qui n'étaient pas toujours mes camarades en l'occurrence, se foutaient de moi, se moquaient de moi parce que j'avais les oreilles décollées et que ça me gênait. Bon bref, c'était pas très grave et on peut vivre des aventures pires quand on est un enfant. Il se trouve que ça m'agaçait. Et ma mère, en bonne littéraire, s'était dit qu'une bonne façon de faire passer cette angoisse et cet agacement, ça avait été de me faire découvrir La tirade du nez de Cyrano. Alors, on sublime par l'intelligence un défaut physique et une moquerie. Bon, très bien, j'avais lu ça, j'avais pas été totalement sensible au charme de l'exemple, et ensuite, pendant mes études, plus personne ne m'avait jamais parlé de Cyrano. Cyrano, Alexandre Dumas, voilà, enfin Rostand et Alexandre Dumas, c'est des auteurs, vous faites une vie d'école, de lycée, d'Hippocagne, on vous en parle pas. Oui, c'est vrai. Parce que c'est vraiment petit, parce que c'est mineur. Mais si, je vous assure. Peut-être aussi parce qu'on n'a pas forcément besoin de médiateurs pour accéder à ces livres. Mineurs, mais disons plus faciles que Proust, par exemple, ou que Racine, ou que Flaubert. Peut-être. En tout cas, je l'ai redécouvert tard. Cyrano par le cinéma, en allant voir le film de Rappeneau avec Depardieu. Et c'est un choc amoureux que j'ai ressenti en découvrant la pièce, en la lisant. En voyant ces personnages, en voyant cette langue, et en voyant cette noblesse et cette élégance. Voilà, donc il se trouve que c'est souvent le livre que j'ai à côté de mon lit, et que
2 pages, comme ça, au hasard, sont souvent une très bonne façon de me remettre de bonne humeur. Alors, je vous dois précisément, moi aussi, d'avoir relu notamment le 5e acte, et je confirme que c'est absolument déchirant. Et aussi, vous citez un passage que j'ai aussitôt noté dans mon cahier de citations. C'est le Duc de Guiche. Et c'est vraiment quelques vers absolument extraordinaires. Voyez-vous, lorsqu'on a trop réussi sa vie, on sent, n'ayant rien fait, mon Dieu, de vraiment mal, 1000 petits dégoûts de soi, dont le total ne fait pas un remords, mais une gêne obscure. Pourquoi vous aimez tant ce passage ? Les manteaux de duc, enfin bon, bref. Et oui, ensuite, les manteaux de duc traînent dans leur fourrure, pendant que des grandeurs, on monte les degrés, un bruit d'illusion sèche et de regret, comme quand vous montez lentement vers ces portes, votre robe de deuil traîne des feuilles mortes. C'est magnifique. Tout est dit. C'est d'abord, ça n'est pas léger, ça n'est pas mineur. Non, très ça n'est pas mineur. Ouais, pas du tout, c'est très profond. Et c'est peut-être une leçon pour la vie. Oui. Bien sûr, bien sûr. Et chaque homme, et probablement chaque homme engagé, ressent cette impression. Voilà. Parce que c'est la différence entre... alors évidemment, elle est portée jusqu'à la caricature dans l'œuvre de Rostand. C'est la différence entre la pureté de Cyrano et son absence de compromis, grimper comme le lierre qui circonvient un tronc, non merci. Et puis, l'action et le réalisme d'un De Guiche, qui d'ailleurs finit le livre grandi, avec lui aussi une certaine noblesse. Ce qui est beau de la part de Rostand, parce qu'il n'oppose pas simplement les 2 images du compromis et de la pureté. Il montre qu'elles sont toutes les 2 respectables d'une certaine façon. Mais il y en a une qui a du panache et l'autre qui en a moins. Et j'ai aussi pensé à Cyrano il y a quelques mois en écoutant, au lendemain des résultats du baccalauréat, la revue de presse de France Inter. J'y ai appris qu'une professeure de lettres du Val-de-Marne, lassée du lamento sur la baisse du niveau, avait créé un site participatif chargé de récolter les antiperles, c'est-à-dire les éclairs de génie des candidats. Exemple choisi par la journaliste, en l'occurrence admirative, une élève fait un exposé sur l'héroïsme de Cyrano de Bergerac. Après l'avoir écouté avec attention, l'examinateur lui demande de ne plus être scolaire, mais sincère. Que pense-t-elle vraiment du personnage de Rostand? Alors là, elle se lâche, nous dit la journaliste en pamoison, et le génie parle. Je cite, « Ce type est nul. Être entravé par un complexe ridicule à cause de son nez et mourir écrasé par une bûche jetée d'un toit, c'est minable. » Et c'est vrai, cette chronique m'a plongé dans un profond désespoir. Bêtise insondable d'une adolescente abandonnée à elle-même, allergie hyper démocratique à toute espèce de grandeur, littéraire ou chevaleresque, haine barbare des perdants, détestation de ce que l'esprit français offre de meilleur, le goût du panache plutôt que de la puissance. Et je me suis dit que c'est ce qui arrivait au monde quand il n'y a plus d'adultes pour s'en sentir responsable. Et j'ai pensé à ce texte magnifique d'Hannah Arendt dans la crise de l'éducation, où elle dit que dans le cas de l'éducation, la responsabilité du monde prend la forme de l'autorité. Et quand l'autorité ne joue plus, voilà ce qui arrive. Et ça m'a attristé, et ça m'a rendu Cyrano de Bergerac, à moi aussi, d'autant plus cher. Est-ce que vous avez un commentaire à apporter? Non, parce que, d'une certaine façon, je ne veux pas défendre le point de vue selon lequel Cyrano ne serait pas admirable. Il est admirable à mes yeux, il le sera toujours. Mais après tout, il faut le découvrir. Il y a à certains égards beaucoup de banalité dans Cyrano. Voilà un homme amoureux qui ne peut pas aller concrétiser son amour. Voilà un homme qui se bloque lui-même à cause de quelque chose qui est effectivement mineur, un défaut physique. Voilà quelqu'un qui parle de panache et a une mort absurde. Je vais vous dire, c'est
on peut rater Cyrano quand on passe son bac. La seule chose que j'espère, c'est que cette jeune fille, après avoir vécu quelques histoires d'amour, après avoir vu la grandeur de certains et la petitesse d'autres, relira Cyrano. Oui, moi aussi. Et se rendra compte de ce que c'est le panache. Oui, voilà. Bien sûr, et je pense aussi, mais je suis un peu, si vous voulez, attristé de voir que des professeurs, un professeur et peut-être des journalistes approuvent son attitude au lieu précisément de la redresser, parce qu'elle n'est pas coupable de penser ce qu'elle pense, bien sûr. Moi, quand j'ai passé mon bac de français, je suis tombé sur une scène de Don Juan de Molière, dans laquelle Don Juan dit « Je crois que 2 et 2 sont 4 ». Et on m'a demandé de réfléchir et de parler de ce passage de Don Juan où effectivement il croit que 2 et 2 sont 4. Et ben, je vais vous dire, Alain Finkielkraut, je pense que je n'avais rien d'intelligent à dire à l'époque sur Don Juan, sur le rationalisme et sur... Voilà, je pense que je n'avais rien à dire parce que ça ne me parlait pas beaucoup. Oui, mais bien sûr, et ça je le comprends très bien, mais quand on ne dit rien, ou quand on dit des bêtises, quand on se trompe, etc., il ne faut pas être encouragé à le faire par les adultes qui vous entourent. C'est ça. Moi, je ne veux pas accabler cette jeune fille, vous avez tout à fait raison. Mais si on en fait l'éloge au moment où elle s'égare, je ne vois pas comment elle pourra voir les choses un peu mieux. Bien, mais alors, continuons cette discussion, Monsieur le Premier ministre. Et vous avez dit que c'est finalement le film de Jean-Paul Ramneau qui vous avait ramené à la lecture de Cyrano, et vous dites dans Des hommes qui lisent que le cinéma peut jouer un rôle utile, peut permettre de lire. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire? Parce que cette affirmation, personnellement, et je vous expliquerai pourquoi, me rend un peu sceptique. Ça peut arriver, mais enfin, elle est... Je constate que je pars d'une vérité qui m'est propre, d'un constat, d'un fait, c'est que moi j'ai découvert le texte à travers le film. Et depuis, le lien entre littérature et cinéma m'intéresse. Parce que, à l'évidence, certains livres sont remarquablement bien adaptés au cinéma. Avec une forme de complexité, avec une forme d'adaptation. C'est-à-dire, c'est pas évidemment la même œuvre, mais c'est une autre façon de la voir, c'est une autre façon de la vivre, c'est une autre façon de la dire. Et parfois, ça marche très bien. Parfois, c'est désastreux. Mais parfois, ça marche très bien. Et parfois, c'est incomplet, mais intéressant. Et je pense que pour des gens qui aiment lire, alors peut-être pas pour tous, mais pour des gens qui aiment lire, découvrir une œuvre par le cinéma, c'est finalement être incité à aller voir le texte. Et je n'exclus pas, c'est un des éléments de la politique de la lecture que j'avais essayé de mettre en place lorsque j'étais maire du Havre, je n'exclus pas que l'on puisse arriver au livre, à l'œuvre, à la littérature, par d'autres façons, peut-être par le cinéma, peut-être par la lecture sonore, peut-être par qui sait la chanson. Et on n'est pas obligé de découvrir la littérature par l'œuvre originale. C'est ça que je veux dire. Et tout est bon pour arriver à l'œuvre. Comme mon objectif, c'est de faire en sorte que le maximum d'individus puissent consulter le maximum de livres, si j'ose dire, il y a parfois une espèce de ruse de la raison, et après tout, autant l'utiliser. Oui, Monsieur le Premier ministre. D'un autre côté, on peut se dire que la paresse est notre état naturel et que dans nombre de cas, le film dispense de la lecture, alors que ce sont quand même lire et regarder un film 2 actes très différents. Le film, le plus souvent, il y a des exceptions, nous place, parce que dans cette espèce de continuité, on ne peut pas arrêter, sous la férule de l'intrigue, alors que lire, c'est lever la tête, lire, c'est s'arrêter, lire, c'est souligner des phrases. Les phrases ont une importance extraordinaire. Et vous avez dit qu'il y a des remarquables adaptations, et je pourrais vous répondre que les plus grandes œuvres sont inadaptables. Et on le voit, justement, quand elles sont adaptées. Je donnerai 3 exemples. Le docteur Givago, ou plus récemment, La Tâche de Philippe Roth, ou L'insoutenable légèreté de l'être de Méliane Kundera. Il y a un abîme,
il y a un abîme entre les livres et les films, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il y a une force... Je n'imagine pas qu'une adaptation de Madame Bovary puisse nous donner quelque chose d'équivalent au génie poétique de Flaubert. Flaubert a voulu introduire la poésie dans la prose. C'est pour ça que ça a été pour lui un labeur atroce. Et ça c'est quelque chose que le cinéma ne peut pas prendre en charge. Est-ce que vous n'avez pas peur que, justement, de plus en plus, les films dispensent de la lecture? Non, d'abord, j'ai pas peur de ça. Et je trouve que c'est difficile d'avoir une réponse dans l'absolu. C'est probablement plus difficile d'adapter au cinéma Ulysse de Joyce que Les Trois Mousquetaires. Après, on peut dire que l'un est meilleur que l'autre ou que l'autre est meilleur que l'un. C'est d'ailleurs pas mon propos. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a peut-être des œuvres romanesques qui se prêtent mieux que d'autres ou qui sont plus simples à adapter. Ça, c'est possible. Moi, je n'oppose pas littérature, que j'aime profondément, et cinéma, que j'aime beaucoup. Et moi aussi. Je pense que ce sont deux façons distinctes de créer, parfois pour raconter des histoires, parfois pour réfléchir, parfois pour émouvoir, parfois pour transporter, parfois pour instruire. Mais je ne les oppose pas. Je pense qu'elles ne parlent pas de la même façon à une personne. Et je constate que parfois, les adaptations sont très réussies. Et parfois elles sont très ratées. Voilà. Mais je n'en fais pas une opposition. J'observe quand même que l'on peut découvrir des œuvres. Je ne dis pas les maîtriser, mais on peut les découvrir par l'intermédiaire du cinéma. Et après tout, si ça permet de découvrir des œuvres auxquelles on n'aurait pas eu accès ou auxquelles on aurait pu ne pas songer ou refuser même d'aller les découvrir pour des questions de préjugés qui sont archi-classiques pour le coup en matière de littérature. C'est-à-dire qu'il y a des auteurs qu'on ne va pas découvrir. Et bien si finalement c'est une façon d'être surpris et de dépasser un préjugé, alors c'est très bien. Oui, mais ne pourrait-on pas dire, Monsieur le Premier ministre, que s'il y a de moins en moins d'hommes qui lisent, pour reprendre votre titre, d'hommes et de femmes qui lisent, parce que je ne veux pas être accusé de sexisme, est-ce que c'est pas parce que, précisément, nous sommes entrés dans la civilisation du spectacle? Oui, du spectacle, de l'image, peut-être. Mais peut-être. Mais en tout cas, vous savez, on vit un monde curieux. Parce que certes, on vit dans la société du spectacle, certes, on vit dans la société de l'image, et certes, vous dites qu'il y a de moins en moins d'hommes qui lisent, d'hommes et de femmes qui lisent. Sauf que nous vivons le moment de l'histoire humaine où lire, pour vous ou pour moi, est le plus facile et le plus simple. Si vous regardez le prix d'un livre en parité de pouvoir d'achat, les livres sont peu chers par rapport aux revenus moyens. En France, pour vous, ils sont peu chers. Vous pouvez avoir accès quasi immédiatement à une masse d'œuvres en français ou dans une autre langue qui est exceptionnelle. Autrement dit, pour un lecteur, je ne parle pas du libraire, qui lui souffre parfois. Je ne parle pas... Pour un lecteur, nous sommes à un moment qui relève du paradis du lecteur. Vraiment. L'accès au livre n'a jamais été aussi facile. Jamais. Nulle part, jamais. Voilà. Donc c'est le paradis. C'est vrai. C'est le paradis, et en même temps, le nombre de lecteurs semble se rétrécir. Et puis, je vous dois aussi d'avoir repris la lecture des Faux Monnayeurs, puisque vous parlez avec beaucoup d'affection de ce livre, et je l'ai lu dans mon adolescence, c'est-à-dire il y a des lustres, hélas. Je le relis maintenant avec plaisir, en soulignant des phrases. Je ne peux pas lire sans souligner, et je me dis, mais il n'y aurait aucun sens à faire de ce livre extraordinaire un film. C'est possible. Il s'y dérobe à cause de cette construction dont vous parlez d'ailleurs, qui est extraordinaire, et aussi à cause de la beauté du style, beauté un peu surannée d'ailleurs. Il faut s'adapter à Gide aujourd'hui, mais cette adaptation-là est très agréable. Donc d'une certaine manière, en citant
les faux monnayeurs et en donnant la place que vous lui accordez, vous plaidez contre votre paroisse. Vous montrez ce que le livre peut avoir d'irréductible, Édouard Philippe. Mais vous êtes un grand pacificateur. Parce que vous dites que vous parlez des perspectives prodigieuses qu'offre le numérique, des possibilités techniques offertes par le multimédia qui transforment d'ores et déjà la lecture sans la remettre en cause, mais en l'enrichissant. Autrement dit, vous ne voyez pas d'antagonisme entre ce que Régis Debray appelle la graphosphère et la vidéosphère, mais une heureuse harmonie. En êtes-vous bien sûr, Édouard Philippe? D'abord, je suis sûr de peu de choses, Finkielkraut. Je suis un homme qui doute, un homme qui lit, un homme qui doute. Donc il est rare que je sois absolument certain de quelque chose. Quand ça m'arrive, je le dis, mais je veux bien concéder le fait que je ne suis pas sûr. Mais il me semble. D'abord, mon propos, ça n'est pas de célébrer le livre, c'est de célébrer la lecture. Ce qui n'est pas la même chose. Oui. La politique que j'ai mise en œuvre quand j'étais maire du Havre, ce n'était pas une politique du livre. C'était une politique de la lecture. Et il me semble que ça n'est pas exactement la même chose. Ça, c'est mon premier point. Mon deuxième point, c'est que je crois, j'ai pu constater, je vis moi-même, et j'ai vu autour de moi, que l'innovation qui s'attache au numérique, la possibilité d'avoir des textes qui se surajoutent, d'avoir accès très rapidement à un nombre quasi infini d'œuvres, pouvait être un moyen soit de découvrir des textes, soit même de découvrir la lecture. J'en cite un exemple avec ma fille, qui est la seule de mes enfants et la première personne que je connais qui a découvert la lecture à travers des livres numériques. Et qui en a été fascinée, et qui maintenant, à 7 ans, lit, et lit d'ailleurs beaucoup. Alors elle lit beaucoup, je n'ai pas la naïveté de penser que c'est simplement parce qu'elle a découvert la lecture avec le numérique. Elle lit beaucoup parce que je lis beaucoup, et parce que dans la famille, on lit beaucoup, bien entendu. Mais elle a découvert la lecture par quelque chose qui était ludique, comme d'ailleurs, en général, on découvre la lecture par quelque chose qui est ludique, que ce soit fixe ou animé. Mais c'était une découverte intéressante. Et ce qui m'avait frappé, c'était que l'adaptation des œuvres par l'intermédiaire desquelles elle a découvert la lecture sur le numérique était très bien pensée, très bien faite. Et donc je pense que la lecture n'a rien à gagner à une opposition qui serait systématique entre le support papier et le support numérique. Ensuite, on peut tout à fait ne pas être naïf et considérer qu'il y a une remise en cause de l'ordre de la lecture, du temps de la lecture, probablement. Mais je suis nuancé et ouvert sur la possibilité que le numérique serve à la lecture. Oui, je pense que c'est possible. Nuancé et malgré le doute, vous êtes quand même assez optimiste. Alors je voudrais vous opposer le témoignage d'un auteur, Nicolas Carr, qui est membre du comité éditorial de l'Encyclopædia Britannica et qui a écrit un livre publié en France sous le titre « Internet rend-il bête ?» Le titre anglais, c'est « The Shallows », les superficiels. Il a reconnu sur lui que le net endommageait sa capacité de concentration et de contemplation. Il écrit notamment « Calme, concentré et formé aux distinctions, l'esprit linéaire est marginalisé par un esprit d'un nouveau type qui aspire et à diffuser, par bref à-coups, une information décousue et souvent redondante, plus c'est rapide, mieux c'est. » Il dit aussi que ce qui caractérise le net, c'est l'interactivité. Le net est à double sens, on reçoit des informations, on en émet, et il ajoute, et je crois que c'est très important, d'après de nombreux observateurs, ce n'est qu'une question de temps avant que les fonctions de réseau soient intégrées dans les liseuses, la lecture devenant ainsi une sorte de sport d'équipe. En balayant des livres électroniques, nous chatterons et nous échangerons des notes virtuelles. Et il dit,
il semble inévitable que la tendance du web à changer tous les médias en médias sociaux aura un gros impact sur le style de la lecture et de l'écriture, et donc sur le langage lui-même. Voilà. Or, c'est très intéressant parce que le numérique nous connecte. Et que fait la lecture? Elle nous déconnecte. Elle nous déconnecte de nos contemporains, du présent lui-même. Elle fait entrer le passé dans le présent. Et que restera-t-il justement de cette solitude, de cette déconnexion, à l'heure où le numérique aura pris toute la place? Édouard Philippe. Encore une fois, je suis peut-être moins pessimiste que vous, Oui. et sans doute moins absolu que vous. Je pense que les choses sont probablement plus nuancées. Voilà, la lecture du papier peut nous déconnecter, c'est vrai, même si j'ai entendu. Je vais vous donner un exemple. Est-ce que vous lisez en musique? Est-ce que je lis? En musique? Non. Je pense que c'est possible, mais je ne le fais pas. Voilà. Mais je n'écoute pas assez de musique de manière générale. C'est ma grande faute. Moi, je peux tout à fait lire en écoutant de la musique. Et beaucoup de gens sont comme ça. Bon, mais il y a des gens qui me disaient, quand j'étais plus jeune et que je travaillais en musique, ou que je lisais en musique, y compris des livres sérieux et compliqués, que ça n'était pas possible. Moi, j'y arrive. Et puis, il y a plein de gens qui arrivent. Et puis, il y en a d'autres qui n'aiment pas ça. Et je pense que il y a bien sûr des gens qui, en utilisant le net, ne lisent plus, ou lisent moins, ou s'interdisent une espèce d'effort continu et déconnecté. Mais il y en a aussi beaucoup qui sont capables de le faire. Voilà. Donc je ne peux pas concevoir que par principe, l'intervention d'un nouveau média qui offre la possibilité de lire soit par nature mauvais. Je pense qu'il y a un risque, qu'il y a une éducation, et qu'il faut le regarder avec d'une certaine forme de bienveillance, mais en tout cas avec l'envie de se dire que le net, je ne sais pas s'il rend bête, mais il offre des possibilités. Et je crois qu'au fond, il est assez neutre sur est-ce qu'on est bête ou intelligent. Vous voyez, je pense que l'essentiel, c'est l'éducation, c'est l'apprentissage de la réflexion, c'est l'épanouissement intellectuel, et que ça, c'est assez rétif aux techniques ou au mode. C'est un combat éternel, quelles que soient les modalités techniques qui nous entourent, c'est un combat éternel. Oui, mais je voudrais vous citer un passage magnifique du texte écrit sur la lecture par Marcel Proust. Il parle de la Divine Comédie de Shakespeare, qui lui donnait l'impression d'avoir devant lui, inséré dans l'heure présente, un peu du passé. Impression de rêve, dit-il, qu'on ressent à Venise, sur la Piazzetta, quand on voit les deux colonnes de granit gris et rose, portant sur leurs chapiteaux grecs, l'une le lion de Saint-Marc, l'autre Saint Théodore, foulant au pied le crocodile. C'est le XIIe siècle qui est soudain intercalé dans notre aujourd'hui. Un aujourd'hui dont, précisément, un peu de XIIe siècle interrompt l'Empire. Et il dit que c'est un peu ça, la lecture. C'est un peu comme ces statues qui sont dans le présent, ces hautes et fines enclaves du passé, qui sont dans un autre temps où il est interdit au présent de pénétrer. Là, tout d'un coup, les jours actuels s'arrêtent brusquement, fuient comme des abeilles repoussées. Voilà, la comparaison dont il se sert pour qualifier la lecture. Et il me semble que Internet ne repousse pas les abeilles. Internet les attire. Voilà pourquoi, peut-être, au bout du compte, il rend bête. En tout cas, il aggrave, si vous voulez, la mainmise du présent sur nous. Que le présent soit le temps où nous vivons, c'est bien, mais par la lecture, nous pouvons y échapper. Par Internet, nous risquons d'y être ramenés. Édouard Philippe. La différence, je ne méconnais pas le risque que vous évoquez, mais la différence entre nous, c'est que vous opposez la lecture et Internet. Et moi, je considère que la lecture
que ce soit la lecture du papier ou la lecture grâce à Internet, a une fonction élévatrice et liante qui est essentielle. Et je n'oppose donc pas je comprends. le moyen. Je n'oppose pas le moyen. Ce qu'il faut préserver, c'est la lecture. Et je pense qu'Internet peut contribuer à développer la lecture, je le crois. Non, alors, toute la question est de savoir si la technique est un moyen, mais je voudrais, Édouard Philippe aussi, vous parler de cette enquête assez terrible qui est parue il y a quelques jours et qui fait état des difficultés des élèves français à lire et à bien lire. Les écoliers français à 10 ans lisent moins bien que leurs camarades européens. D'après cette étude, ils sont distancés par rapport à la moyenne des pays de l'OCDE et de l'Union européenne. Ils ont donc de mauvaises notes. Et est-ce que ce n'est pas lié, sinon à Internet, du moins à l'emprise grandissante des jeux vidéo? Je ne crois pas. Et je vais vous dire pourquoi. D'abord parce que cette étude, elle est réalisée non pas dans une comparaison dans le temps, mais dans une comparaison dans l'espace. Autrement dit, on compare les jeunes Français qui sont à l'école et les jeunes Allemands, les jeunes Anglais, les jeunes Finlandais, qui sais-je. Bon. Internet existe aussi là-bas, hein. Les jeux vidéo aussi, et je ne crois pas qu'il y ait une spécificité française de la surimage ou du sur-Internet ou du sur-jeu vidéo par rapport à ce qui prévaut dans les pays comparables. Non, je pense que ce que malheureusement traduit cette étude, ça n'est pas l'intervention de l'image ou du jeu dans la jeune enfance, c'est l'intervention d'une forme d'échec scolaire, pédagogique, à faire en sorte que les enfants qui, à l'école primaire, apprennent à lire, le fassent dans de bonnes conditions. Mmh. C'est donc pas du tout une critique du monde moderne que révèlent ces chiffres. C'est une critique de notre système éducatif et des méthodes. Peut-être de notre incapacité soit à corriger quelque chose, soit au contraire de nos choix, c'est-à-dire qui ont peut-être aggravé une situation. Et il ne faut pas se couvrir la tête de cendre, il faut prendre la mesure et l'information qui apparaissent après cette étude comme des éléments importants et essayer de corriger cela. Et c'est, pardon de verser dans la politique pratique, c'est exactement ce qu'on a en tête, en essayant de mettre le paquet, si j'ose dire, sur les petites classes, parce que c'est là que se joue la maîtrise du langage, la maîtrise de la lecture, la maîtrise du calcul, qui ne sont, alors pour le coup, que des préalables, mais qui sont des préalables indispensables. Il faut mettre le paquet, pas au collège, même si c'est très important, pas au lycée, il faut mettre le paquet sur les petites classes, parce que si on n'arrive pas à faire de nos enfants des lecteurs, des gens qui savent calculer, des gens qui savent s'exprimer, puis des gens qui accessoirement savent vivre à plusieurs dans un même espace, on n'arrivera à rien plus tard. En tout cas, on arrivera à moins bien plus tard. Et c'est la raison pour laquelle le ministre de l'Éducation nationale veut réintroduire la dictée, faire des dictées quotidiennes et aussi réintroduire l'enseignement de la grammaire, curieusement délaissé, parce qu'il est vrai qu'on a voulu donner la parole aux enfants avant de leur donner la langue, en croyant que tout pouvait se résoudre par l'expression et que l'enseignement de la grammaire, isolé du reste, avait quelque chose de très rébarbatif. Méthode syllabique pour l'apprentissage de la lecture, apprentissage de la grammaire, dictée quotidienne, c'est peut-être un moyen, en effet, de redorer le blason de la France et de rehausser son classement, qui est en l'occurrence, pour le moment inquiétant. C'est pas tellement le classement qui m'apporte, c'est le fait que, à l'évidence, tout le monde se portera mieux si le maximum de gens d'une classe d'âge maîtrisent le calcul, maîtrisent la langue et maîtrisent le langage. Et on sait combien c'est important. Vous avez un professeur qui s'appelle Alain Bentolila qui a fait des publications très éloquentes sur le nombre de mots maîtrisés à 3 ans, à 5 ans, comme élément quasi prédictif
du succès à venir. Alors, Oui. il faut pas prendre la cause et la conséquence, voilà, mais c'est un fait que maîtriser le langage, maîtriser la lecture dans les quelques années qui suivent le cours préparatoire, c'est absolument indispensable. Il faut mettre le paquet là-dessus. Voilà. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on fait. Est-ce que vous essayez de faire? Mais et c'est quelqu'un qui a toujours été redoutablement mauvais en orthographe qui vous dit ça. oui, Parce que vous le moi-même, dites. aimant lire, ayant des parents qui étaient professeurs de français, venant d'une famille qui était très pénétrée par l'idée qu'il fallait maîtriser la langue et lire et aimer la littérature, j'étais, je dois le dire, nul en orthographe. Nul en orthographe. Je vivais pas bien d'ailleurs, parce que j'avais des bonnes notes partout, sauf en orthographe. Enfin, quasiment partout, sauf en orthographe quand j'étais à l'école primaire. Et votre orthographe s'est améliorée? Elle s'est améliorée, oui, elle s'est améliorée, mais c'est heureux parce qu'elle ne pouvait pas s'empirer. Donc elle s'est améliorée tard. Elle s'est améliorée très tard. Je raconte cette histoire. Elle s'est améliorée Oui. à Sciences Po, quand un professeur d'histoire, qui était ma matière fétiche, celle que j'aimais, celle dans laquelle m'a mis, pour la première fois de ma vie scolaire, à Sciences Po, à 18 ans, une mauvaise note en disant c'est vachement bien ce que Oui, vous justement. faites. Donc, avant, Mais alors, on ne vous mettait pas de mauvaises notes pour l'orthographe. J'avais des très mauvaises notes en dictée, mais je n'ai pas dans les dissertations, je n'ai etc. jamais vécu un -5 ou un -6 points dans une dissertation ou dans une rédaction ou dans un devoir de français quelconque avant ça. Et ça m'a tellement agacé, parce que son raisonnement était simple. Il a dit votre copie, elle est bien, mais elle n'est pas écrite dans un français, voilà, et c'est pas possible, ça n'existe pas. Ce que d'autres ont appris, vous allez l'apprendre. Et je me suis dit bon ben voilà, il faut que je me. Mais comment vous avez fait, Édouard Philippe, pour corriger parce que vous n'étiez plus, vous ne suiviez plus des cours de grammaire, vous ne faisiez plus de dictée, vous êtes corrigé tout seul. Qu'est-ce qui s'est passé, Édouard Philippe? J'étais pas non plus totalement, je faisais pas 50 fautes par phrase. Mais je n'y accordais probablement pas suffisamment d'attention. Oui, vous êtes montré plus attentif. Et puis, voilà, quand vous apprenez pas la règle, bah, vous vous dites que finalement, elle n'est pas grave. Bon, une fois que vous dites qu'il faut l'apprendre, que vous l'apprenez, c'est pas très compliqué non plus. Enfin, voilà. Très bien. Mais alors, avant d'être Premier ministre, Édouard Philippe, vous étiez maire du Havre et vous avez mené là une politique de la lecture dont vous parlez dans votre livre et que je voudrais que vous nous résumiez. Édouard Philippe. C'est parti d'un constat, qui est un constat que j'assume, c'est que Le Havre est une ville, c'est ma ville, c'est la ville que j'aime, c'est une ville qui a un charme fou, qui a un potentiel absolument considérable, mais qui connaît depuis très longtemps des difficultés liées à une situation sociale qui n'est pas facile, au fait que la pauvreté y est plutôt plus répandue que dans la moyenne des villes françaises, au fait que les résultats scolaires sont plutôt moins bons que dans la moyenne des villes françaises, et que donc il y a un champ infini d'amélioration aux politiques sociales et aux politiques éducatives. Et je me suis dit que, compte tenu de mon goût pour la littérature, compte tenu des besoins de long terme qui sont évidents, essayer de faire en sorte que la pratique de la lecture se développe était un bon pari. Alors, c'est pas du tout un pari dont les effets pourraient être mesurables à court terme. D'ailleurs, j'ai indiqué tout de suite, quand je me suis lancé dans cette politique de la lecture, qu'il n'y aurait pas d'évaluation. On n'allait pas mesurer le succès ou l'échec de cette politique au nombre de lecteurs ou au nombre de livres empruntés. Voilà. Il fallait le faire, il fallait s'engager résolument dans une politique qui permettrait à chaque individu d'avoir le maximum de chances de découvrir des livres et en les découvrant, de les aimer. Et pour ça, on a mis en place une politique assez vaste, assez visible et je crois assez appréciée, en ciblant des publics très différents, en ciblant des moyens très différents, en faisant le pari qu'au fond, il ne fallait pas mettre tous les œufs dans le même panier et se dire qu'il y avait un instrument, en ne faisant par exemple pas une politique des bibliothèques, parce que les bibliothèques sont des lieux où on met beaucoup de livres en espérant que les gens vont venir parce qu'il y a beaucoup de livres. Nous, on s'est dit, on va faire des belles bibliothèques, et les bibliothèques du Havre sont magnifiques, notamment la bibliothèque centrale. Vous n'avez pas délaissé les bibliothèques. Pas du tout, au contraire. Est-ce qu'elles sont ouvertes le dimanche? Oui. La bibliothèque centrale est ouverte le dimanche. Ça a été un combat personnel. C'est un combat, mais vous l'avez mené avec succès. Oui, absolument. Très bien. Et sur lequel personne ne reviendrait aujourd'hui, qui a trouvé son public, croyez-moi. Donc, on a créé des bibliothèques. Mon prédécesseur avait commencé à le faire. J'en ai moi-même un. Et puis, on a créé d'autres choses. Non pas des lieux où on met beaucoup de livres pour que beaucoup de gens viennent,
mais des lieux où beaucoup de gens vont, et donc, on va mettre beaucoup de livres. Vous mettez des livres? Ah oui. Et on a inversé la Quels logique. sont ces lieux, par exemple? Des lieux dans un quartier. Vous avez une salle d'animation qui peut être salle des fêtes, qui peut être bureau. Et donc, vous savez qu'il y a des gens qui viennent ici. Le flux existe. Eh bien, mettez-y une salle dans laquelle il y aura des livres. Ce ne sera pas une bibliothèque. Il y aura 1500 livres ou 2000 livres. Ce n'est pas une bibliothèque. Mais c'est une salle où vous allez pouvoir découvrir des livres régulièrement, vous allez pouvoir les emprunter, vous allez pouvoir venir... Vous les empruntez, donc les gens les rendent quand Oui, même. parce qu'on a créé le même système d'emprunt que dans les bibliothèques, ce qui a permis en fait de démultiplier, sans prétendre que c'était une bibliothèque, parce que la bibliothèque fait peur. Et que vous pouvez toujours dire que c'est bien dommage que la bibliothèque fasse peur et qu'il faudrait que les gens découvrent la bibliothèque. Mais ça, c'est beau, c'est la pureté des principes. Vous pouvez aussi ruser un peu et faire en sorte qu'ils n'aillent pas à la bibliothèque, mais qu'ils aillent dans un endroit où il y a des livres et que finalement on s'habitue et que finalement on découvre. Et peut-être que ça marchera, peut-être que ça ne marchera pas, mais ça ne peut pas faire de mal, pour reprendre une expression chère à ceux qui aiment lire. Et donc on a essayé ce genre, on a créé un festival littéraire, on a créé des prix littéraires, on a créé des lectures orales, parce que là aussi il m'apparaissait que c'était une façon de découvrir des textes. Voilà, on a essayé de faire en sorte que le livre soit au milieu de la vie. J'en prends un dernier exemple. Lorsqu'on faisait, mais je crois que ça perdure et c'est tant mieux, lorsqu'on fait des grandes manifestations qui accueillent beaucoup de public, par exemple le départ de la Transat qui relie Le Havre avec une ville du Brésil, et il y a 300, 400 000 personnes qui viennent pendant une semaine sur le village de la Transat. C'est un événement sportif, c'est un événement marin, et ben, on met en plein milieu une librairie. Pendant une semaine, en plein milieu de la librairie. Parce qu'un événement où il y a des gens qui passent, il doit y avoir des livres. Voilà, c'est un pari permanent. Et est-ce que ça a changé les choses? Ben, au fond, je suis assez modeste là-dessus. Je ne suis pas du tout modeste sur l'ambition qu'il y avait. Je ne suis pas du tout modeste sur le fait que j'ai adoré mettre en œuvre cette politique. Vraiment. Est-ce que les résultats sont là? Ben, je sais que les bibliothèques du Havre fonctionnent bien. Ça, c'est important. Et qu'il y a un petit peu plus de gens qui y vont qu'avant. Ça, c'est vrai. Bon, mais comme je m'étais dit à moi-même que ce n'était pas l'aune à laquelle on mesurerait le succès de cette politique, je ne veux pas le dire maintenant. Mais cette politique continue. Votre oui, successeur, bien sûr. Bien sûr. Oui. Bien sûr. Et vous citez un autre exemple que Le Havre dans votre livre, un exemple qui m'a beaucoup touché, je ne connaissais pas, la Catalogne. Ah oui. Ce qui se passe le 23 avril en Catalogne. Ouais. Catalogne. Alors, qu'est-ce qui s'y passe, Édouard Philippe? C'est la fête nationale. C'est la Saint-Georges, qui est le patron de la Catalogne. Jordi, comme on dit en catalan. Mais c'est aussi la date anniversaire de la mort de Cervantes. 23 avril 1616, si ma mémoire est correcte. Et depuis le début du XXe siècle, je crois, la tradition est d'offrir aux hommes un livre et d'offrir aux femmes une rose qui est la rose qui sort du corps du dragon. Enfin bon, voilà. Et le 23 avril est devenu, en Catalogne, quelque chose de tradition importante, et est devenu également la journée mondiale du livre et du droit d'auteur. Pourquoi je citais ça? Parce que je crois à l'importance du livre offert. Je pense que la lecture isole, comme vous l'avez dit, mais qu'elle relie. Souvent, c'est les hommes qui relient les livres, mais je pense que les livres relient les hommes aussi, vous voyez. Et que offrir un livre, c'est souvent un geste qui ne se résume pas à offrir une boîte de chocolat. Alors, et qu'on peut y mettre beaucoup, même si j'aime par ailleurs pas mal le chocolat, mais on peut mettre beaucoup dans le fait d'offrir un livre. Ah voilà, oui, c'est vrai. C'est ça. Et je voulais raconter cette anecdote. On n'offre pas n'importe quel livre. On choisit aussi le livre en fonction de la personne à qui on l'offre. Mais alors, certaines néo-féministes aujourd'hui tiqueraient devant ce partage, les roses pour les femmes, les livres pour les hommes. C'est peut-être le témoignage d'une époque dépassée, mais en même temps,
C'est comme toutes les traditions. Elles sont vivantes. Une tradition. Voilà. Les traditions ne sont, contrairement à ce qu'on pense, jamais fixes. Elles peuvent être donc infléchies. Elles sont toutes. Même si, elles sont très souvent des renaissances. D'abord, les traditions. C'est vrai. Elles sont des renaissances d'usages oubliés qu'on fait renaître et qu'on veut défendre. C'est très souvent comme ça que ça se passe. Et elles sont toujours évolutives. Donc, et ça est évolutive, bien sûr, mais celle-ci est peut-être d'autant plus émouvante quand même que tout le monde sait que les femmes lisent plus volontiers que les hommes. Ce sont des lectrices, et c'était déjà le cas au XIXe siècle. Les grands romanciers le savaient, Balzac le savait mieux qu'un autre. Mais vous ne craignez pas d'encourir les foudres, non pas des féministes, mais d'un certain néo-féministe, Édouard Philippe, puisque vous avez décidé de bannir l'écriture inclusive des textes officiels. Et vous êtes fait taper sur le doigt par Le Monde dans l'article qui était censé simplement rendre compte de votre décision et qu'il a trouvé vraiment très critiquable. Alors, qu'est-ce qui vous a amené, Édouard Philippe, à la prendre ? Une idée qui est, je le reconnais, avec une forme d'ironie et de provocation extrêmement audacieuse et quasi révolutionnaire, quand on est chef d'un gouvernement, un Premier ministre, c'est l'idée consistant à dire que les textes officiels devaient être écrits en français tel qu'on l'écrit. Voilà. Moi, je vais vous dire, la langue, d'abord, voilà quelque chose qui évolue. La grammaire, voilà quelque chose qui évolue. L'orthographe évolue. Les textes, même au début du XIXe siècle, ne sont pas écrits avec la même grammaire, et en tout cas pas avec le même orthographe que ceux qui sont écrits aujourd'hui. Donc, que la langue évolue, c'est bien naturel. Elle a évolué, elle continuera à évoluer, avec des mots nouveaux, avec des usages nouveaux, avec des orthographes nouvelles. Mais en tout cas, elle continuera à évoluer. Moi, mon objectif, ça n'est pas de priver la langue française de ses évolutions. Ce serait de toute façon absurde. Bon. Mon objectif, c'est simplement de dire la langue, c'est un usage et une convention. Et l'usage préjette toujours la convention, d'ailleurs. Bon. Et ben, c'est de dire, dans la langue officielle, c'est-à-dire dans la langue qui est celle des textes officiels, il faut impérativement privilégier la convention. Voilà, c'est tout. Ça n'interdit pas le débat sur la langue, qui de toute façon existera. Existera, mais en revanche, ça veut simplement dire, dans les textes officiels, qu'ils soient réglementaires ou simplement même de commentaires, dans les textes officiels, on écrit en français tel que le français s'écrit. Il n'y a pas plusieurs orthographes, il n'y a pas plusieurs grammaires, il y en a une, et c'est celle qu'on utilise. Elle est déjà parfois délicate à maîtriser. Il m'arrive, je l'ai dit tout à l'heure, de faire des erreurs de français, de faire des erreurs d'orthographe, parfois des erreurs de grammaire. Je l'assume. Mais on doit faire l'effort, dans les textes officiels, d'écrire en français. Reconnaissez avec moi que c'est pas très audacieux d'une certaine façon. Mais c'est vrai. C'est très audacieux dans le climat de l'époque et par rapport à certains. Simplement, oui, la langue évolue. La Convention doit sanctionner l'usage, mais il n'y a rien de naturel. Ce n'est pas une évolution naturelle que d'imposer le point médian, par exemple. Le point médian, c'est plutôt une convention qui fait violence à l'usage, d'ailleurs. Celles et ceux, il faut parler le nouveau français, qui préconisent l'écriture inclusive, se gardent bien de mettre leurs actes en conformité avec leurs idées, parce qu'imaginez que Libération et Le Monde soient aujourd'hui rédigés en écriture inclusive, ils perdraient immédiatement tous leurs lecteurs, parce que ce n'est pas une évolution de la langue, c'est un bégaiement imposé. Et de ce bégaiement, visiblement, les usagers et les usagères ne veulent absolument pas. Donc, beaucoup de gens vous ont été très reconnaissants aussi de mettre un cran d'arrêt à cette demande, à cette injonction qui vous était faite et contre laquelle la langue elle-même protestait. Parce que je pense que pour réformer la langue, il faut aussi écouter la langue. Oui. Et il y a par exemple des féminins qui s'imposent, une romancière, évidemment, on doit pouvoir dire une romancière. Il est absurde que Simone Veil ait été présentée comme un confrère de l'Académie française. C'est une consoeur. En revanche, dire autrice,
auteur, la langue a mal, la langue souffre, la langue crisse. Donc peut-être aussi est-il bon d'écouter la langue quand on veut faire évoluer la langue. Mais là encore, il y a des conventions. Je vais vous donner une anecdote que j'aime à citer, parce que je l'ai vécue. Il se trouve qu'avant de m'engager en politique, j'ai été pendant quelques années membre d'une institution pour laquelle j'ai beaucoup de respect, qui est le Conseil d'État. Et au Conseil d'État, il y a 3 grades. Vous entrez dans la carrière, vous êtes auditeur, ensuite vous êtes maître des requêtes, et ensuite vous êtes conseiller d'État. Moi, je suis maître des requêtes, et je n'ai pas accédé au grade de conseiller d'État. Très bien. Et il y a quelques années, les collègues femmes ont trouvé qu'il était utile, et elles souhaitaient que l'on puisse féminiser leur grade. Les auditeurs ont demandé à être appelés auditrices. Bon. Les conseillers d'État ont parfois demandé, pas toutes, à être appelées conseillères d'État. Bon. Nul n'a jamais demandé à être maîtresse des requêtes. Voilà, c'est la langue. C'est comme la ça. Langue. C'est exactement. C'est comme la ça. langue. Mais peut-être. Et ça se respecte d'une certaine façon. Moi, quand j'arrive, quand je fais un déplacement officiel, je vois des femmes qui sont ambassadeurs ou qui sont préfets. Je leur demande, Madame le préfet ou Madame la préfète, Madame l'ambassadeur ou Madame l'ambassadrice. Certaines préfèrent être appelées Madame l'ambassadeur, d'autres préfèrent être appelées Madame l'ambassadrice. Moi, je considère que, après tout, si elles préfèrent, voilà, dans la langue parlée, on peut s'adapter. Mais je constate qu'il n'y a rien d'automatique et rien d'absolu en la matière. Alors, pour finir, une question d'actualité, Monsieur le Premier ministre. Aujourd'hui, il y aura un grand hommage populaire à Johnny Hallyday. Le convoi funéraire va descendre les Champs-Élysées. Et Aurore Bergé, députée de La République En Marche, a dit « Je ne sais pas combien de personnes il y aura dans la rue pour accompagner son départ. Je pense que c'est comparable à ce que la France, avec ce que la France avait connu au moment de la mort de Victor Hugo. L'émotion qui traverse le pays, dit-elle, rend la comparaison légitime. Que pensez-vous de cette comparaison? Est-elle légitime ou révèle-t-elle peut-être que nous sommes entrés dans une société post-littéraire alors que la France a été longtemps considérée comme la patrie de la littérature? D'abord, je ne crois pas une seconde. D'ailleurs, les termes que vous citez très exactement démontrent ce que je vais dire. Je ne crois pas une seule seconde que Aurore Bergé, que vous citez, ait comparé Johnny Hallyday et Victor Hugo. C'est pas la même chose. En revanche, elle parle de l'émotion suscitée par la disparition de figures qui étaient des figures... et c'est vrai, il y a des très belles pages dans les lieux de mémoire. Enfin, il y a beaucoup de très belles pages sur la mort de Victor Hugo qui a suscité une émotion formidable, incroyable, puissante. Bon. Donc, il ne s'agit pas de comparer Victor Hugo et Johnny Hallyday, bien entendu. Il s'agit de constater qu'il y a parfois des figures qui relèvent du champ littéraire ou du champ d'une culture populaire que peut être la chanson, qui sont des incarnations d'une identité. Et alors là, je vais vous dire, je vais peut-être vous surprendre, Alain Finkielkraut, mais Johnny Hallyday, c'est quoi? C'est une figure qui, pendant plus de 5 décennies, a marqué notre société, notre pays, par quelque chose qui n'est pas une forme d'art au sens classique du terme, qui est la chanson. Et c'est très intéressant. Moi, je me souviens, je le cite d'ailleurs dans mon livre, c'est drôle qu'on en parle aujourd'hui, je me souviens d'une émission, je crois que c'était Apostrophe, où il y avait eu un échange d'une assez grande violence d'ailleurs, entre Guy Béart et Serge Gainsbourg. Guy Béart expliquant que la chanson était un art, et Serge Gainsbourg l'humiliant quasiment, je dois dire, en prenant, il y avait un piano, en jouant je ne sais plus quel air de musique classique, en disant voilà ça. Et le jouant remarquablement d'ailleurs. Alors qu'il est lui-même chanteur, il avait cette modestie partagée par Jacques Brel d'ailleurs. Exactement, ça c'est de l'art. Nous, ce qu'on fait, c'est pas de l'art. Donc la chanson n'est pas vécue en France comme un art majeur. Elle est vécue comme quelque chose d'important, mais pas comme un art majeur. Or, elle est partout. Elle est absolument partout. Vous vous levez en entendant des chansons, vous chantez vous-même des chansons. Bon. Je ne connais pas un Français, Alain Finkielkraut. Je n'ai jamais rencontré un Français qui soit incapable de citer plusieurs chansons de Johnny Hallyday. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans notre pays, avec ses lumières, avec ses ombres, avec ses différences, avec sa culture, voilà
une forme de culture populaire qui a marqué, qui est constitutive d'une partie de notre identité. Évidemment, elle ne s'y résout pas, mais elle est constitutive d'une partie. Et quand cette figure disparaît, alors il y a une émotion dont je ne dis pas qu'elle doit être de la même nature, mais qu'elle est comparable, oui. Alors voilà, cher Alain Finkielkraut, devant vous, je défends la comparaison formulée par Aurore. Eh bien, vous la défendez. Moi, j'aurais voulu pouvoir vous répondre en vous disant que la littérature jouait un rôle capital dans la conscience que la France prenait d'elle-même et de sa civilisation, comme l'a écrit Hans Curtius. Est-ce que c'est vrai quand l'identification à Johnny Hallyday s'impose? Et en même temps, je n'ai aucun mépris pour ceux qui aiment Johnny Hallyday, mais cette conversation, il faut l'arrêter, Édouard Philippe. Mais nous vivons aussi dans un pays où nous rendons un hommage national à un écrivain. À Jean d'Ormesson. Il y a encore une fascination du pays pour la littérature. Mais vraiment, j'en suis convaincu. Eh bien, vous aurez le dernier mot, et c'est tant mieux, Édouard Philippe. Je rappelle le titre de votre livre, Des hommes qui lisent, chez Jean-Claude Lattès. La semaine prochaine, l'émission aura pour titre La gauche a-t-elle un avenir? Mes invités seront Bernard Cazeneuve et Jacques Julliard. Votre prédécesseur, Bernard Cazeneuve. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut, avec la collaboration d'Anne-Catherine Lechard et Didier Lagarde. À la technique aujourd'hui, Pierrick Monsigny. Dans un instant, Concordance des temps de Jean-Noël Jeanneney.